Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Louis, je suis en effet membre de la Fondation Frantz Fanon et pour, ce premier panel concernant, Frantz Fanon, racisme institutionnel et violences policières, nous avons le plaisir d'accueillir, Norman Ajari, philosophe, professeur, en Black Studies, francophone à l'université d'Édimbourg, auteur de nombreux livres et notamment, le Manifeste afro-décolonial publié au Seuil, l'année dernière. Issam El Kalfaoui, père de Souheil El Kalfaoui, tué à Marseille le 4 août 2021, fondateur de SAVE, Stop aux violences d'État. Nelson Maldonado Torres, coprésident de la fondation, donc comme vous avez compris, professeur en philosophie à l'université de Connecticut, professeur extraordinaire à l'université d'Afrique du Sud et issu d'une des plus vieilles colonies de l'Occident, Puerto Rico. On a également Christophe et Fatia du comité de justice pour Clodo. Donc, c'est l'affaire de Claude Jean-Pierre, un retraité de 67 ans décédé en Guadeloupe suite à un contrôle routier. Et finalement, Bouna Shams de la Ligue panafricaine Umoja, de la Ligue panafricaine pour la Palestine, et qui a écrit récemment un article sur Who's First. Donc, voilà, on va dire que ce panel est réuni aujourd'hui pour voir comment Fanon peut parler avec l'époque actuelle, qui est marquée par une résurgence du fascisme dans l'ensemble de l'Occident, avec donc un racisme, une islamophobie particulièrement en France, heu, renforcée, de plus en plus prégnante. On le voit avec les nominations successives de Retailleau, Darmanin. Et donc la question va être de discuter du racisme institutionnel, de la place que prend l'État, du racisme dans la construction de cet État-là, et de ses manifestations les plus évidentes, parmi lesquelles les violences policières. Je ne sais pas qui a envie de commencer à ce niveau-là? Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, on a déjà été présentés, Christophe et moi, mais juste simplement pour revenir sur l'histoire qui nous a conduits aujourd'hui ici. On vient de la Guadeloupe, une petite île, un département français, tristement célèbre de par plusieurs révolutions. Et aujourd'hui, on essaie, nous, à travers notre histoire, de faire parler de toutes les inégalités et de toutes les violences institutionnelles qu'on rencontre chez nous. Donc, ce qui nous a conduit aujourd'hui ici, c'est le décès de mon papa, Claude Jean-Pierre. Il était âgé de 67 ans. Le 20 novembre 2020, il sera contrôlé, un simple contrôle routier par 2 gendarmes en Guadeloupe. Des contrôles comme on en a beaucoup chez nous en Guadeloupe parce que la gendarmerie occupe une très grande place chez nous. Il sera contrôlé et finalement, il atterrira à l'hôpital. Dans un premier temps, en fait, les gendarmes, quand on va les interroger, ils vont simplement nous dire que mon père était dans son véhicule, qu'il en est sorti et qu'il s'est effondré. Donc le service médical nous a alertés sur la gravité des blessures et en faisant plusieurs recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait des vidéosurveillances à l'endroit du contrôle. On a porté plainte pour avoir accès à ces images et malheureusement, on a été frappé par la violence avec laquelle mon père sera extirpé de son véhicule. Et ces vidéos vont venir contredire la première version des gendarmes. Donc, il sera à l'hôpital avec 2 vertèbres brisées, une compression de la moelle épinière et surtout, il sera dans un état de tétraplégie. Donc moi, Christophe et moi, on habite ici dans l'Hexagone. Je me rendrai à son chevet, je resterai une dizaine de jours avec lui. Je reviendrai ici en France le 2 décembre et dans la nuit du 2 au 3, le service médical va m'appeler pour me dire que les heures de mon papa sont comptées et il nous quittera le 3 décembre. Face à ce drame, nous, on a décidé de se battre.
Se battre parce qu'on savait déjà que ce combat allait être dur, parce qu'on a entendu déjà parler d'affaires de violence policière. On a entendu parler de l'histoire d'Assa Traoré, de Ziad Ebouna, de beaucoup d'autres histoires de violences policières. Et on sait déjà comment ça se termine. Et en fait, ça nous a demandé une force incroyable parce que on a en face de nous une machine judiciaire qui est prête à nous broyer. Parce que le système judiciaire refuse de reconnaître ces crimes, puisque ce sont des crimes. Et si on n'a pas, en fait, autour de nous des personnes qui sont aussi, comment dire, aussi motivées, entre guillemets, que nous, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut de la force mentale, il faut de la force physique, et il faut des personnes qui sont passées par là, qui peuvent nous guider pour vraiment nous aider à mener ces combats. Donc, des violences, il y en a beaucoup chez nous. On a des noms célèbres. On a l'affaire de Roni Selly, puisque Mireille parlait tout à l'heure des personnes, des maladies mentales. On a des personnes atteintes de maladies mentales en Guadeloupe, de schizophrénie, qui sont maîtrisées par arme létale. On a Roni Selly qui a récemment perdu la vie à la suite d'un contrôle. Les gendarmes vont lui tirer 7 balles. On a également l'affaire de Didier Assor en 2017, qui lui recevra 8 balles. Donc, on a beaucoup d'histoires comme ça chez nous. On a plusieurs massacres également qui ont tué, en fait, ils assassinent nos peuples. Ils nous tuent petit à petit. Et nous, on est là aujourd'hui pour vraiment dénoncer tout ça. Dénoncer tout ça parce que si on se tait, on laisse faire les choses. Donc, on a besoin de personnes qui nous soutiennent. On a besoin de personnes qui parlent de toutes ces inégalités, de toutes ces violences institutionnelles pour qu'elles cessent. Oui, bonjour à tous. Donc, Fatia établit un peu le combat que l'on mène, mais en fait, je le dis souvent, quand on mène ce type de combat, en fait, Fatia, Christophe et les autres familles de victimes, ils ne se battent pas seulement contre les gendarmes ou les policiers qui sont responsables de ces crimes. On se bat en fait contre le bras armé de l'État. Et le bras armé de l'État, il a été toujours présent depuis des siècles, depuis des décennies, puisque les massacres, ils n'ont pas commencé avec les crimes personnels que l'on vit dans nos familles. Aujourd'hui, je porte un t-shirt qui symbolise le massacre de tout cela aux États-Unis, en Oklahoma, en 1921. Donc déjà 1921, ça fait déjà plus d'un siècle. Et en fait, ça commence comment? Un jeune afrodescendant qui bouscule par mégarde une blanche. Et en fait, ça crée des émeutes dans la ville. Donc il y a une communauté blanche comme une communauté noire. Il y a des morts dans les deux camps. Et en fait, dans la nuit, il y a des représailles de la communauté blanche contre la communauté noire. Et en fait, déjà, à ce moment-là, on a les policiers qui se rangent aux côtés de la population blanche. Et ça donne l'un des plus grands massacres de l'histoire aux États-Unis contre la communauté afrodescendante. On a chez nous en Guadeloupe l'histoire de mai 67, où il y a un rapport, la commission Stora, qui dénonce plus de 80 morts sur le sol de la République. Pourquoi? Parce que des syndicalistes, tout simplement, ont réclamé des droits. Et donc, ils vont se retrouver mitraillés, fusillés sur une place qu'on en appelle aujourd'hui la place de la Victoire en Guadeloupe, avec des corps même parfois jetés. Donc, il est difficile d'établir le nombre exact de décès qu'il y a eu à cette période. Même la commission n'a pas pu l'établir. Donc, on a aussi le massacre de février 74 en Martinique, où pareil, encore des ouvriers qui réclamaient des meilleures conditions de travail finissent fusillés, à peu près 4 morts. Et ensuite, ça ne change pas ces violences institutionnelles, puisqu'il n'y a pas de responsabilité définie. Donc, pas de responsabilité définie. Donc, pour eux, pour le système en place, pas de crime. Donc, déjà, ça déshumanise les populations autochtones. Ça déshumanise les afro-descendants et les populations dites racisées. Donc, c'est une première chose à dénoncer. Et ensuite, de ces massacres découlent les tueries que l'on connaît aujourd'hui, avec Souel à Marseille, Adama Traoré ici, Claude Jean-Pierre en Guadeloupe.
Et jamais on dit stop, on accepte. Pourquoi? Parce qu'on est face à un système dominant, le système capitaliste occidental qui mène la barque et contre lequel on doit s'organiser. Donc je pense que ce type d'événement doit ouvrir ce genre de porte. Le combat de Frantz Fanon, qui était un révolutionnaire décolonial, nous ouvre des voies. Donc on doit être porteur de ces voies, de ces combats, pour ne plus accepter ce que nous, familles de victimes, on considère comme inacceptable. Et c'est pour ça qu'on doit s'organiser, qu'on doit s'unir. Nous, c'est la démarche que l'on a faite en Guadeloupe, puisque la Guadeloupe est encore aujourd'hui une colonie. Tous ceux qui s'y intéresseront verront très bien que le traitement du département n'est pas le même que n'importe quel autre département français hexagonal. Et donc, on se doit en fait de ne plus accepter ces inégalités, ces injustices, puisque il en va de l'avenir de nos enfants et de notre avenir même au présent, puisqu'on se rend compte, Fatia et moi, que malgré les éléments de preuve et d'indices que l'on a dans notre dossier, 4 ans plus tard, on n'a toujours pas de mise en examen qui mènerait vers un procès. Et donc, on a forcément une mise en place, en fait, et des actions de la justice qui ne sont pas les mêmes dans les départements colonisés qu'en France hexagonale. Par exemple, comparaison n'est pas raison, mais par exemple, je pense à Michel Zecler, où il y a eu une vidéo de son agression, et bientôt, il aura un procès. Et on s'en félicite et on pense fort à lui aujourd'hui. Alors que nous, en Guadeloupe, on a une vidéo, on a un homme qui est mort, on a des éléments médicaux qui montrent tout ce qui s'est passé, et encore 5 ans plus tard, on n'a même pas encore une décision prise. Donc ça montre encore le pouvoir de la domination sur les autochtones de ces départements. Donc, l'organisation, j'en parle tout le temps, c'est important. Puisque Fatia et moi, on a dénoncé, on a même fait des films, notamment l'État républicain réalisé par Harry Roselmack, qui dénonce le côté systémique, puisque l'affaire Claude Jean-Pierre n'est pas unique en son genre. Fatia le rappelait, Didier Assor, Charles-Henri Salin, etc. Et il faut qu'on trouve des solutions pour lutter et combattre ce bras armé. Et donc, je pense que messieurs les spécialistes le confirmeront, ou on pourra débattre là-dessus, ou déconstruire en fait ce qu'on nous a construit face à cette domination qui nous écrase. Et puis, par exemple, Fanon nous le dit clairement, la liberté du colonisé ne peut découdre que du cadavre du colon. Donc, il faut imager tout cela, il faut s'organiser pour trouver les solutions. On le voit aussi aujourd'hui, Ebouna le vit et nous l'expliquera par rapport à tous ceux qui défendent les pays colonisés comme la Palestine, où il y a cette criminalisation. Donc, on est toujours criminalisé quand on réclame des droits, quand on veut aller de l'avant et quand on veut s'émanciper. Et donc, on ne doit pas reculer. Fatia et moi, justement, on a écrit une lettre ouverte récemment que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux où on disait qu'on ne mettra jamais un genou à terre face à la domination. Puisque pour nous, il est inconcevable d'accepter ce genre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui là. On remercie Mireille et de nous présenter à ce panel qui est assez fort et puissant. On doit s'élever entre nous, on le dit tout le temps. Et donc, on est vraiment ouvert au débat pour toutes les solutions et toutes les propositions qu'on pourra nous faire pour avancer tous ensemble. Voilà. Donc, bonjour, moi c'est Issam, père de Souheil, tué à Marseille en 2021 lors d'un refus d'obtempérer. Donc, père de Souheil. Là ça va, toi. Voilà. Donc, Souheil a été tué par la police lors d'un refus d'obtempérer, comme 35 personnes depuis 2017. 2017, c'est l'année de promulgation d'une loi, la loi 435-1, qu'on appelle nous le permis de tuer,
qui permet à des policiers de tirer notamment sur des véhicules en mouvement lorsqu'ils pensent que les conducteurs sont susceptibles pendant leur fuite d'être dangereux. En fait, il faut se rendre compte que cette loi, elle a été promulguée le 28 février 2017 et début février, il y a un représentant d'un syndicat de police qui dit en direct à la télé que bamboula, c'est un terme convenable. Il y a l'affaire Théo, qui était en février, 2 février, qui montre le racisme systémique tel qu'on l'a déjà décrit avant et qui continue aujourd'hui. Et ça n'empêche pas le législateur de créer cette loi qui permet à des policiers de devenir bourreaux sur la simple présomption d'un danger d'une personne. Donc 35 morts depuis 2017 et il y a peut-être 90% de jeunes racisés. En fait, le policier, quand il arrête quelqu'un, souvent c'est déjà parce qu'il y a un contrôle discriminatoire au faciès. Je pourrais faire la statistique, ce que je fais souvent, entre les personnes qui sont dans la salle, combien ont été arrêtées une fois pour un contrôle, 2 fois, 3 fois. En général, à 3 fois, j'en ai plus. Personnellement, je me suis fait arrêter au moins 100 fois, minimum. Donc le rapport qu'on a à la police lors d'une arrestation, c'est pas le même que la plupart des gens. Tout le monde va me dire, mais pourquoi il s'est pas arrêté? Parce qu'on en a marre. Parce qu'on en a marre de se faire arrêter toutes les 2 minutes. Quand j'étais étudiant, j'étais à Marseille, j'allais à Aix-en-Provence, je me faisais arrêter en voiture quotidiennement, tous les jours. J'ai eu le droit à un pistolet sur la tempe par des policiers. Juste parce que je leur avais pris la priorité à un carrefour. Donc ça, c'est la réalité à laquelle on est confronté et donc on a un rapport à la police qui est complètement différent. Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans qu'on demande des récépissés pour les contrôles. Promesse à chaque fois aux élections, la gauche nous promet des récépissés pour essayer d'arrêter ce contrôle au faciès. On n'y est jamais arrivé. On demande aussi des statistiques sur, à la limite, c'était pas un récépissé, mais que la police note tous les contrôles qu'elle réalise pour qu'on puisse faire des statistiques sur le nombre de personnes qui sont arrêtées, de quelle origine. Ça nous est encore refusé. Et du coup, il y a cette emprise, ce racisme systémique qui est dénoncé par tous les organismes internationaux, que ce soit l'Europe, l'ONU, des associations, qui est nié par la France et par ses institutions. Et jusqu'à, j'arrivais, parce que après Souheil, il y en a eu d'autres, et notamment il y a eu Naël. Donc Naël, avec le même schéma habituel, déclaration policière, changement de version parce qu'il y a une vidéo, et il y a eu ce qu'il y a eu après, ce que moi j'appelle les révoltes, parce qu'il n'y a eu aucune réaction, aucune vraie réaction de l'exécutif. Et en fait, il y a l'État qui a pris la défense du policier jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Au bout d'un moment, face à la vidéo, face à ces révoltes, l'État s'est mis en retrait par rapport à ça. Et il y a une cagnotte qui est sortie. Cagnotte qui aurait dû être interdite, en fait, parce que incitation à la haine, etc. Elle n'a pas été interdite. Et ça, c'est un message. C'est un message de l'État qui dit, là, ce policier, pour l'instant, on ne peut plus l'aider. Mais vous pouvez, avec cette cagnotte. Donc, on ne l'interdit pas. C'est le message, en fait, qui est implicitement passé en n'interdisant pas cette cagnotte. Vous pouvez l'aider. Tout le monde, là, vous pouvez montrer votre mécontentement du fait qu'un policier ait été emprisonné parce qu'il a tué un jeune racisé. Si Naël avait été blond aux yeux bleus, on ne lui aurait pas tiré dessus. Il faut arrêter de se voiler la face. Il y a quotidiennement des refus d'obtempérer sur des personnes qui sont en état d'ébriété, qui foncent sur des policiers, on ne leur tire jamais dessus. Donc ça, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Et quand on se rend compte en fait que
l'institution policière, dans toute sa hauteur, on a aujourd'hui un ministre raciste, Retailleau, à l'intérieur. On a des syndicats de police qui nous traitent de vermine, de tout ce qu'on veut. On a un préfet de police de Paris qui prend des décisions complètement racistes aussi. En fait, toute la chaîne est raciste et toute la chaîne nous nie l'état de droit. Donc nous, quand on est confronté à la police, tout est biaisé. C'est-à-dire que du coup, personnellement, moi, mon cas personnel, et c'est le cas de nombreuses personnes, les enquêtes réalisées par la police sont bâclées, il y a des pièces qui disparaissent, et c'est un truc qui est récurrent pour tout le monde, dans tous les cas. Ensuite, il y a le relais de la justice. Et parce que là, aujourd'hui, on parlait des violences policières, mais moi, je parle plutôt, avec Safe, des violences d'État. Parce que ça ne s'arrête pas à la police. Il faut savoir qu'en France, quand il y a une violence policière, c'est le procureur qui pilote l'IGPN, qui est l'Inspection générale de la police nationale. Elle mène l'enquête, mais sous l'autorité du procureur, qui dépend de la justice. Ce procureur, dans le cas de Souheil et dans quasiment tous les cas, ne font rien. Pour Souheil, par exemple, ce procureur, pour être certain que l'enquête allait être bâclée, truquée, il demande, sa première demande, c'est que le tireur ne soit pas mis en examen et soit interrogé après tout le monde. Il y a un procès verbal du procureur qui demande ça. Donc, on voit immédiatement que la vérité ne les intéresse pas. Ils veulent absolument protéger les policiers. Et c'est quelque chose qui est complètement récurrent dans le cas des violences policières. Je vais revenir sur le contrôle au faciès, sur toutes ces méthodes policières qui font qu'au final, bien évidemment, on est plus contrôlé, donc bien évidemment, on fait plus face à la justice. Je pense que comme tout le monde, vous avez sûrement vu, sortie de RER, policier, contrôle toi, toi, toi et toi. Et c'est que des Noirs et des Arabes. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu lieu dans toute ma jeunesse et qui a encore lieu aujourd'hui. À Marseille, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui à Paris, mais il y a des rafles quotidiennes. Il y a vraiment c'est vraiment des rafles. Il y a des policiers qui viennent cibler tous les gens qui ont une couleur de peau qui ne correspond pas à la couleur de peau demandée par les instances aujourd'hui et qui sont contrôlés quotidiennement. Alors, pourtant, comment dire, la France est régulièrement condamnée par toutes les instances internationales qui décrivent ce racisme dans la police. Ce racisme dans la police, il est entretenu, pas seulement par la police, moi je dis sans hésitation, il est entretenu par les plus hautes sphères de l'État. Aujourd'hui, si on en est à subir tant de choses, c'est parce que depuis Sarkozy, on n'arrête pas de taper sur les étrangers. Que ce soit, ça a commencé par le Karcher, le français de papier, on est passé par toutes les étapes, on s'est fait insulter de tous les noms, et j'estime que ça a été crescendo jusqu'à Macron qui, en se mettant en opposition avec Marine Le Pen depuis le début, a juste fait en sorte de nous stigmatiser, nous les étrangers. Je dis nous les étrangers. Je suis français, je suis né en France. Hein. C'est pour dire que on a une perception de notre personne dans la France, même quand on est français, on ne se sent pas du tout français, pas parce qu'on ne le veut pas, c'est parce que en fait l'image qu'on voit à travers les yeux de l'État français, c'est l'image d'étranger. Et donc il y a une responsabilité d'État sur la perpétuation de toutes ces discriminations, de toutes ces violences. Et je veux vraiment insister sur le fait qu'aujourd'hui, on doit bien évidemment lutter ensemble pour combattre ça. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter de nommer les responsables. Il faut les nommer. Macron, il faut le nommer. Darmanin, il faut le nommer. Retailleau, il faut le nommer. Je pense que toutes ces personnes,
aujourd'hui, on ne doit pas oublier qu'elles sont les premières responsables de toute la violence qui s'abat sur nous. J'aime bien rappeler qu'il y a toute une évolution de la société française depuis la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui. On va nous dire, les attentats sont passés par là. Il ne faut pas oublier que pendant les attentats, les racisés étaient autant victimes que les autres, en fait. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais on est victime comme tout le monde. On est passé dans fin des années 90 d'une France où sur France 3, il y avait les nuits du Ramadan, à aujourd'hui où on veut interdire le voile dans l'espace public. Donc il y a toute une évolution qui est une évolution des politiques qui ont voulu cacher tous les problèmes de la France en mettant tout sur la responsabilité des étrangers, des immigrés, des Français de seconde génération. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter d'en parler, qu'il faut continuer à se battre et à dire que on ne va rien lâcher et on va continuer à nommer toutes ces personnes qui se disent être dans l'arc républicain. Et pour moi, l'arc républicain aujourd'hui, il est vraiment, il a été vraiment cassé au centre de la France et on a toute une droite. On ne pourra pas me dire que les LR aujourd'hui, ils ne sont pas l'équivalent du Front National qu'on avait il y a 30 ans. Voilà. Je vais peut-être juste revenir sur, reprendre certaines choses qui ont été dites et parler un petit peu de ce qu'il y a de fanonien là-dedans, si j'ose dire. Quelque chose de terrifiant avec ces violences policières et qui explique peut-être que Fanon a fini par devenir un théoricien de la violence, c'est le fait que dans beaucoup de ces cas, la raison est insuffisante à capturer ce qui se passe et à apporter une réponse. On a parlé de l'affaire de Michel Zecler, qui effectivement, va être jugé, mais vous le savez peut-être, on en a parlé dans les journaux, la circonstance aggravante du racisme n'a pas été retenue. Ce qui n'est pas seulement un scandale judiciaire, c'est-à-dire que bon, ils vont prendre moins lourd parce que s'ils sont condamnés parce qu'il n'y a pas le cas de racisme, mais que le fait que cette question du racisme n'ait pas été retenue rend ce cas simplement inexplicable. C'est-à-dire que la seule et unique raison pour laquelle Michel Zecler a été ce jour-là tabassé, traité de sale nègre, comme vous le savez, etc., c'est parce qu'il était noir. C'est la seule et unique raison. S'il n'avait pas été noir, il n'aurait jamais subi cela. Donc non seulement c'est une manière de condamner les policiers moins lourdement, mais c'est aussi et surtout une manière de ne pas comprendre que sans le racisme, ce crime d'État n'aurait simplement pas pu exister. Donc ça le rend impénétrable et ça nous empêche d'en parler, ça nous empêche d'avoir un éclairage juste de cette situation. Un autre exemple de cette espèce d'irrationalité assumée, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un juge puisse comme ça se dire que renoncer à simplement l'idée de se poser cette question. C'est la question que j'avais posée dans un article que j'avais fait paraître au moment vraiment de l'affaire Michel Zecler. C'est renoncer à poser la question simple du pourquoi. Pourquoi est-ce que quelque chose comme l'affaire de Michel Zecler arrive alors qu'il n'a commis aucune infraction? On a parfois cette idée selon laquelle les Noirs et les Arabes sont contrôlés davantage parce que ils ont des comportements un petit peu différents, ils sont un petit peu plus brutaux, etc. Ou bien, au pire, on dit que lorsqu'ils sont contrôlés, ils le sont plus durement et plus violemment. Non, ils sont ciblés. Il y a des ciblages et des tentatives d'élimination sociale qui sont en cours là-dedans. Et c'est pour que cette question du pourquoi ne soit pas posée, et surtout qu'on n'y apporte aucune réponse, que ça a été écarté, cette question du racisme. C'est pas juste qu'on l'a écarté des chefs d'accusation, c'est qu'on l'a écarté des débats, on l'a écarté des discussions. On a dit,
circuler, il n'y a rien à voir, on ne va pas parler de ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas poser la question du pourquoi, on va juste poser la question du comment. Est-ce qu'ils l'ont bien tapé? Est-ce qu'ils l'ont rudoyé, etc. On va se perdre dans des petits détails. Au lieu de se poser la seule question qui importe, pourquoi est-ce que les policiers en France peuvent cibler des personnes qui sont des hommes noirs et arabes pour les tabasser? Le deuxième cas, c'est le cas de Naël. Cas assez différent, mais aussi, comment dire, une espèce de scandale contre la raison. L'argument qui a été invoqué, selon lequel Naël a été tué par le policier parce que le fait qu'il conduise la voiture risquait de mettre d'autres personnes en danger. Vous voyez bien que, comment dire, pas besoin d'être un grand utilitariste. Vous voyez, vous connaissez le dilemme du tramway. Est-ce qu'on doit changer la voie du tramway pour qu'une personne meure ou bien 2 personnes meurent, etc. Bon, là, l'idée, c'est juste, on va tuer quelqu'un tout de suite. Là, on est sûr qu'il meurt. Hein. On est sûr qu'il meurt tout de suite pour être sûr que, hypothétiquement, peut-être, il ne tue ou ne blesse pas d'autres personnes en conduisant la voiture. Vous voyez bien que, comment dire, ce raisonnement moral qui est invoqué, et qui a souvent été invoqué soit par les syndicats de policiers, soit par l'extrême droite, soit par certains journalistes de droite, etc. Vous voyez bien que du point de vue de la philosophie morale, du point de vue de l'éthique, ça n'a absolument aucun sens. C'est une aberration de dire ça. Je veux dire, on va tuer quelqu'un maintenant pour pas qu'éventuellement il blesse quelqu'un d'autre. Vous voyez bien que comment dire, sous-jacente, la logique, c'est que la vie de ce jeune garçon n'a strictement aucune valeur. C'est qu'il vaut mieux que lui meure, que le fait que lui meure est un bien intrinsèque dans cette logique. Ça, c'est sur toutes ces espèces d'aberrations rationnelles que Fanon a explorées dans son œuvre, comment dire, en montrant que le racisme, malheureusement, était souvent impénétrable à la seule rationalité. Vous voyez, très souvent, ces violences policières ciblent très spécifiquement des catégories de populations qui sont des populations racialisées et qui sont des jeunes garçons. Et ça, c'est une question qui est présente dans l'œuvre de Fanon, mais qu'on n'a pas souvent soulignée. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en Hollande. J'avais été invité à l'université d'Amsterdam pour discuter de l'œuvre de Fanon. C'était évidemment pour célébrer ce centenaire à l'université d'Amsterdam. Eh bien, une question qui a beaucoup animé le public et les collègues là-bas, c'était la question du genre. On disait, bon, Fanon parle quand même beaucoup des hommes. Dans Peau noire, masque blanc, il dit mes frères, etc. Il parle toujours de ça. J'ai dû répondre un petit peu à ça. 2 choses. D'une part, je sais que les gens ne lisent pas beaucoup l'an 5 de la Révolution algérienne, alors ils oublient, qui est le 2e livre de Fanon, ils oublient toutes les pages que Fanon consacre au rôle des femmes révolutionnaires algériennes, le rôle dans la famille, le rôle dans la société, le rôle en tant que membre actif des luttes révolutionnaires, des luttes pour la libération. Alors on dit Fanon parle que des mecs, c'est pas vrai, c'est juste que vous lisez pas tous les livres de Fanon, c'est tout. Et... Mais la 2e chose, c'est que on est dans, comment dire, on a pris l'habitude d'une espèce de féminisme académique qui considère le fait de parler de la condition des hommes non blancs comme une déficience. C'est-à-dire que Fanon, soi-disant, universaliserait la condition des hommes. Mais c'est pas vrai. Il fait pas du tout ça. Lorsque Fanon parle de ses frères, notamment dans Peau noire, masque blanc, il y a des chapitres sur l'homme noir, des chapitres sur la femme noire, etc. Bon, il s'adresse à la condition spéciale, spécifique des hommes noirs. Il n'universalise pas indûment la condition des hommes noirs. Lorsqu'il parle des hommes arabes dans les damnés de la terre ou dans l'an 5, il parle de situations très spécifiques. Et ce sont des situations où, il le raconte dans les damnés de la terre, des hommes sont spécifiquement ciblés et torturés devant leur famille afin d'instiller la terreur dans leur âme. Ce sont les membres particuliers de ces groupes qui sont toujours ciblés. Et on le sait, c'est ce qu'on appelle les logiques de gendercide. Vous voyez, le génocide fondé sur le genre. Les premiers groupes qui sont ciblés par les bataillons de policiers, par les bataillons, armés, etc., ce sont toujours ce qu'on appelle les battle-aged males, c'est-à-dire les
hommes en âge de combattre dans n'importe quel génocide. Et finalement, toutes les logiques, disons, de colonialisme, de peuplement, toutes les logiques de violence policière sont toujours un petit peu fondées sur cette même logique. Il s'agit d'abord de cibler les hommes en âge de combattre. Et ce sont ces groupes-là qui sont particulièrement ciblés par les violences policières, simplement parce qu'ils sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. Cette phrase est aujourd'hui bien connue. Donc, lorsque Fanon parle particulièrement des hommes noirs, lorsqu'il parle particulièrement des hommes nord-africains dans ces textes-là, c'est pas parce que, il est sexiste, c'est parce qu'il nous dit quelque chose de particulier sur la société et de la manière dont ce sont ces groupes-là, dans les sociétés qu'il a étudiées et dans lesquelles il a milité, ce sont ces groupes-là qui sont particulièrement ciblés par la violence d'État, particulièrement ciblés par la violence policière et par la violence militaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu tendance à oublier et qu'on considère précisément comme une déficience ou comme une faiblesse de son raisonnement. Ce n'est pas une faiblesse de son raisonnement, il parle de quelque chose de très spécifique, il parle d'un type d'inimitié bien particulier, une manière dont l'État cherche à mater et à violenter les hommes de ces populations-là, parce qu'ils sont considérés comme des rivaux ou comme des menaces particulièrement saillantes. Voilà quelques petits éléments qui font que, selon moi, l'œuvre de Fanon aujourd'hui peut nous aider à réfléchir à ces questions-là, à éclairer un petit peu ces situations, à mettre un petit peu de raison, si j'ose dire, dans des situations qui, malheureusement, nous laissent souvent un petit peu démunis, car les racistes eux-mêmes agissent, violentent, mais ne raisonnent pas sur ce qu'ils font. Merci. Vous m'entendez? D'abord, je voulais remercier la Fondation Frantz Fanon de l'honneur et du privilège qu'ils nous ont fait en nous invitant à ce panel avec des personnes qui nous inspirent depuis des années. Fatia et Chris, c'est pas la première fois qu'on partage un panel, ce sont des militants qui m'ont vraiment inspiré dans mon propre engagement, qui nous démontrent à nous, personnes issues de la colonisation. J'insiste bien sur personnes issues de la colonisation parce que l'intervention que je vais faire s'adresse prioritairement aux personnes issues de la colonisation. C'est mon côté communautariste et séparatiste. Pour les personnes issues de la colonisation, le combat que mènent Issam, Fatia, Chris, Norman, dans le champ académique et militant, la Fondation Frantz Fanon et toutes ces personnes, toutes ces organisations, y compris celles que Rotailleux veut dissoudre, s'inscrivent dans la lignée, consciemment ou pas, dans la lignée du chemin que Fanon et d'autres ont frayé. Quand je dis d'autres, c'est parce que l'année de 1925, c'est quand même une année qui est assez particulière pour les Africains afro-descendants, parce qu'en plus de Fanon, il y a d'autres figures qui ont été mentionnées tout à l'heure qui ont décidé de naître la même année, je ne sais pas pourquoi. Malcolm X, né en février 1925, Lumumba, né le 2 juillet 2025, Fanon, qui est lui-même né en juillet 2025, je crois que c'est le 17, Ruth First, qui a été mentionné tout à l'heure, qui est une figure centrale de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et le colonialisme en Afrique australe et en Afrique en général, très peu connu en France, dans le monde francophone, pour des raisons qui sont parfaitement compréhensible, hein, parce qu'on essaie d'éluder les trajectoires radicales de certains militants anticolonialistes. Et Clovis Moura aussi, qui est beaucoup moins connu parce que, étant brésilien, il écrit essentiellement en portugais, une langue qui n'est pas forcément traduite dans les cercles francophones. Je voulais parler de comment la pensée et les actions de Fanon nous permettent à la fois de comprendre les formes de violence qui se perpétuent à l'égard des personnes issues de la colonisation et comment les personnes issues de la colonisation peuvent y répondre en s'inspirant de ce que Fanon a fait. Mais je voulais tout d'abord faire remarquer que cet événement est une forme de revanche symbolique pour Fanon, parce que voir la mairie de Paris consacrer un événement à quelqu'un qui était considéré comme un ennemi irréductible de la République, c'est déjà une très grande victoire pour Fanon,
pour sa famille et pour toutes les personnes issues de la colonisation. Et c'est important pour nous. Là, vous allez voir, dans ma présentation, je vais utiliser le terme issu de la colonisation au moins une centaine de fois. Donc, si ça vous accase, bon, vous pouvez quand même rester, hein, mais je ne vais pas arrêter. Se souvenir de l'héritage de Fanon, c'est se rappeler que nous, personnes issues de la colonisation, nous sommes les héritiers d'une longue tradition ininterrompue de lutte contre l'esclavage, contre le racisme et contre le colonialisme. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a une volonté de nous détacher de cette histoire radicale ou de la présenter d'une manière qui vide, en fait, qui liquide toute la dimension politique. Ok? Je parlais de Rufus tout à l'heure. Moi, j'ai écrit un article qui s'appelle Rufus, martyr de la Révolution africaine. Bon, c'est pas pour faire de la promo, mais bon, j'en fais quand même. C'est quelqu'un qui occupe une place centrale dans la lutte contre l'apartheid, qui est tombé martyr. Hein. Il a été assassiné par le régime d'apartheid le 17 août 1982 à Maputo, mais un personnage sur lequel il n'y a eu pratiquement aucun écrit en français. Déjà, elle a publié une dizaine d'ouvrages majeurs, qui sont encore des classiques aujourd'hui, mais qui n'ont pas été traduits en français. Il y a très peu d'articles qui sont publiés sur elle en français. C'est aussi important parce qu'on a affaire à une génération qui n'est pas forcément renseignée sur ce que les générations qui nous ont précédés ont fait. Du coup, on se lance dans des combats qui ont déjà été gagnés, ok, où on répète des erreurs qu'on aurait pu éviter si on s'était inspiré de ce qui était fait avant. Et c'est contre ce travers-là que Fanon nous mettait en garde quand il disait « Il nous faut perdre l'habitude, maintenant que nous sommes au cœur du combat, de minimiser l'action de nos pères, on pourrait rajouter aujourd'hui de nos mères, ou de feindre l'incompréhension devant leur silence ou leur passivité. Ils se sont battus comme ils pouvaient. Il a fallu que plus d'un colonisé dise « ça ne peut plus durer ». Il a fallu que plus d'une tribu se rebelle. Il a fallu plus d'une jacquerie matée, plus d'une manifestation réprimée pour que nous puissions aujourd'hui tenir tête avec cette certitude de la victoire. Fanon écrit ça au chevet de la mort, quelques semaines, quelques jours avant son décès, 1 an avant l'indépendance de l'Algérie. Donc, il nous rappelle l'importance pour nous, les personnes issues de la colonisation, d'apprendre, de s'inspirer de ce qui a été fait avant, même si ça s'est fait dans un contexte où les personnes qui sont engagées dans ces luttes-là n'avaient pas forcément eu la visibilité qu'ils auraient mérité. Mais les commémorations ont aussi une limite. Et cette limite, moi, pour avoir assisté à plusieurs commémorations de figures comme Amilcar Cabral, vu que c'était son centenaire l'année dernière, et d'autres, il y a une autre limite contre laquelle Fanon nous mettait en garde dans le premier livre qu'il a publié, un passage de Au noir, masque blanc dont on parle peu, mais qui pour moi est très important. Fanon nous dit « Nous sommes convaincus qu'il y aurait un grand intérêt à entrer en contact avec une littérature et une architecture nègre du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Nous serions très heureux de savoir qu'il exista une correspondance entre tel philosophe nègre et Platon. Mais nous ne voyons absolument pas ce que se fait pour échanger dans la situation des petits gamins de 8 ans qui travaillent dans les champs de canne en Martinique ou en Guadeloupe. » Pourquoi c'est important? Parce que les commémorations, parfois, évidemment, pas celles d'aujourd'hui, parce qu'il y a une dimension symbolique et politique que les intervenants d'ici ont donnée, mais il y a des commémorations qui sont organisées pour satisfaire ou flatter l'ego des colonisés. Et on le fait dans une perspective qui permet de légitimer et de perpétuer les dominations auxquelles nous sommes encore confrontés. Je vous donne un exemple. L'année dernière, je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, l'Éducation nationale, pour commémorer les 60 ans de I Have a Dream, dont je le dis avec l'accent et tout, Martin Luther King, ils avaient fait une vidéo avec 5 collégiens où toute la dimension antiraciste de Martin Luther King a été éludée, toute la dimension anticoloniale, le fait qu'il s'est opposé à la guerre au Vietnam et tout a été éludé. C'était juste des petites phrases banales de Martin Luther King, 5 collégiens, tous blancs. Ça a créé tellement un scandale qu'ils ont retiré la vidéo. OK? Donc, on n'est pas là pour commémorer Fanon, juste parce que Fanon, Malcolm X ou d'autres, juste pour satisfaire l'ego que nous, en tant que personnes issues de la colonisation, on a besoin d'une sorte d'exutoire, parce que c'est comme ça qu'ils le voient des fois, le camp d'en face.
C'est, on vous donne le passé, ok, vos ancêtres, ils ont construit les pyramides et tout, mais le présent, vos ressources là au Congo et partout, c'est à nous. Continuez à célébrer Fanon, continuez à célébrer Malcolm X, et toutes les formes de violence que Fanon dénonçait, on va continuer à les perpétuer. Par contre, on peut financer un séminaire décolonial financé par l'Union européenne. Ça, j'ai déjà vu. Où on peut organiser des commémorations où toute la dimension révolutionnaire, toute la dimension politique est totalement éludée. Donc, quand on parle de Fanon, quand on parle de l'héritage de Fanon, c'est un héritage révolutionnaire au service des luttes d'émancipation d'aujourd'hui. Si on n'utilise pas la pensée de Fanon pour lutter contre les violences policières, pour lutter contre le racisme d'État, pour lutter contre le racisme d'État, pour lutter contre le racisme d'État, je le répète 3 fois, parce que c'est un terme qui a fait polémique il y a quelques années, mais que nous assumons. De toute façon, comme disait Fanon, il n'y a pas d'objectivité chez le colonisé, donc on continue de le revendiquer. La pensée de Fanon, c'est une pensée révolutionnaire au service des luttes d'émancipation des peuples issus de la colonisation et des peuples colonisés, du Congo à la Palestine. Fanon nous a appris, juste avant de parler de comment Fanon nous permet de comprendre les violences policières, de les combattre, je voulais juste revenir sur un point que Issam avait soulevé, c'est le traitement spécifique des personnes issues de la colonisation. Ce qu'aucune autre immigration n'a vécu dans l'histoire de France. C'est-à-dire qu'il y a des immigrés qui ont été diabolisés, qui ont été discriminés, mais ça ne se transmettait pas de génération en génération. Si vous prenez les Portugais, si vous prenez les Espagnols, prenez les Italiens, la stigmatisation s'arrêtait à la première génération. Là, on a affaire à des gens qui sont français depuis 3 générations, mais qui font l'objet d'un traitement qui est spécifique aux personnes non blanches. Et ça, c'est très important qu'on les tous. Là j'ai un ton professoral, là, j'aime pas trop ça. Mais c'est un message aussi qu'on envoie à certains de nos soi-disant alliés à gauche, qui viennent nous expliquer que les questions de classe priment sur les questions de race. Et qui viennent nous donner des leçons en nous disant « Nous sommes dans la politique identitaire, on n'a rien compris à la lutte contre les inégalités. » Je le dis parce que Norman, il y a quelques années, je crois que c'était en 2021, avait publié un article en répondant à deux chercheurs, un sociologue et un historien, qui avaient écrit un article, ok, je ne vais pas les nommer, Stéphane Beau et Gérard Noiriel, qui avaient écrit un bouquin pour dire que, en gros, les gens comme Norman, les gens comme Issam, les gens comme Fatia et Chris, ok, c'est des gens qui font primer les politiques identitaires sur les politiques de lutte contre la réduction des inégalités. Nous sommes la cause de la fracturation des classes populaires. C'est ce qu'ils disent. Hein. Et c'est des gens qui se prétendent de gauche, parfois même révolutionnaires. Même si, bon, des fois, ils ont tendance à voter Ségolène Royal. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais du coup, pourquoi ces gens qui nous disent qu'on insiste trop sur les questions de race et pas assez sur les questions de classe, comment ils expliquent, comme l'a dit Issam, que les violences policières, et quand on dit violences policières, c'est des crimes policiers, hein. C'est pas une petite tape comme ça, sur l'épaule. C'est des gens qui meurent. C'est des gens qu'on tue. Comment ces gens-là vont nous expliquer que les violences policières touchent de manière disproportionnée les personnes issues de la colonisation? Et là, Fanon nous avait dit que la colonisation, le monde colonial, est un monde manichéiste. Parfois, ce manichéisme va jusqu'au bout de sa logique et déshumanise le colonisé. À proprement parler, il l'animalise. L'indigène est déclaré imperméable à l'éthique, absence de valeurs, mais aussi négation des valeurs. Il est l'ennemi des valeurs, en ce sens, il est le mal absolu. Le colonisé sait tout cela et rit un bon coup chaque fois qu'il se découvre animal dans les paroles de l'autre. Les colonisés pouvaient rire si vous voulez. Car il sait qu'il n'est pas un animal, et précisément dans le même temps qu'il découvre son humanité, il commence à fourbir ses armes pour la faire triompher. Sur les violences policières, on sait que c'est l'aboutissement logique d'un processus de déshumanisation qui est théorisé au plus haut sommet de l'État et mis en œuvre par les agents armés de l'État. Un exemple, Rotaillot, récemment, quand notre frère Aboubacar Cissé a été assassiné, il a préféré faire campagne pour la présidence des Républicains plutôt que de se rendre sur les lieux du drame. Vous pensez qu'il aurait fait la même chose si c'était un blanc? Si c'était un blanc, il serait même sur les lieux du crime avant. Le même Rotaillot,
après la victoire du PSG, il a publié un tweet qu'il avait pré-écrit. Hein. Vous allez me dire c'est du complotisme, mais quand j'ai lu le tweet, je me suis dit, celui-là, il l'avait préparé depuis 3 semaines. Il sort un tweet où il dénonce les sauvages et les barbares qui ont saccagé les villes de Paris. Donc Rotaillot, quand il fait ça, il arme intellectuellement les policiers qui vont commettre les violences envers les nôtres. Et ces policiers, ils ne se font pas prier. Et d'ailleurs, ils le théorisent eux aussi. Hein. En 2023, quand Naël a été tué, il y a 2 syndicats qui sont les syndicats dominants de la police, UNSA et Alliance Police. Ils ont écrit un communiqué dans lequel ils disaient, face à ces hordes de sauvages, hein, on dirait que c'est un communiqué qui a été écrit par Rotaillot en fait, face à ces hordes de sauvages, demander le calme ne suffit pas, il faut l'imposer. L'heure n'est pas à l'action syndicale, mais au combat contre ces nuisibles. Aujourd'hui, les policiers sont en combat car nous sommes en guerre. Demain, nous serons en résistance et le gouvernement devra en prendre conscience. Ça, c'est le 30 juin 2023. Et pour gérer les colonisés, qu'est-ce qu'ils proposent? L'application du modèle israélien. C'est vrai ou pas? Et ça, c'est de Ferguson aux États-Unis à Nanterre. En 2020, quand George Floyd a été assassiné, ADL, qui est l'Anti-Defamation League, une organisation soi-disant qui lutte pour les droits civiques et contre l'antisémitisme, mais qui est un des piliers du lobby pro-israélien aux États-Unis, qui, dans les années 80, avait infiltré les mouvements noirs pour le compte du gouvernement israélien et d'apartheid sud-africain, avec un certain Roy Bullock. Ça, on le rappelle parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous traitent de manière assez simple d'antisémites. Nous, on connaît le passif de certaines des organisations qui prétendent combattre contre l'antisémitisme, combattre l'antisémitisme et la manière dont ils ont soutenu, alimenté et défendu l'oppression des Noirs de l'Afrique du Sud aux États-Unis qui viennent de donner des leçons. Donc l'Anti-Defamation League, ils ont publié un mémo qui a fuité 2 ans plus tard de 2 de leurs dirigeants qui disent « Nous devons nous demander pourquoi il est nécessaire que la police américaine, qui applique les lois américaines, rencontre des membres de l'armée israélienne. Nous devons demander si une fois rentrés chez eux, ceux que nous formons sont plus susceptibles d'utiliser la force. » Ah ben tiens. Pourquoi ils vont former des policiers en Israël? C'est quoi la spécialité de la police israélienne, de l'armée israélienne? C'est ce qu'on est en train de voir à Gaza. C'est éradiquer les brutes, éradiquer les colonisés. C'est ça le savoir-faire de la police israélienne. Et c'est ce savoir-faire-là que les gens souhaitent importer en France. 2021, j'ai bientôt fini, t'inquiète. Un syndicat, France Police, policiers en colère, dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est Rotaillot qui l'a écrit ou pas? Bon, il y a des hypothèses qui penchent plutôt en cette direction. Des mesures pour lutter contre le séparatisme. Ils écrivent. Hein. Dans le cadre de l'état d'urgence, il faut procéder au bouclage des 600 territoires perdus de la République. Okay, un terme qui, là encore, a été popularisé par des soutiens inconditionnels de l'État d'Israël, ici en France. Il faut procéder au bouclage des 600 territoires perdus de la République, y compris avec le renfort de l'armée, en contrôlant et limitant les entrées et sorties de ces zones par des checkpoints sur le modèle israélien de séparation mis en place avec les territoires palestiniens. Donc cette violence contre les personnes issues de la colonisation, théorisée, et comme on va voir pratiquée au plus haut sommet de l'État, elle inspire les gens qui sont les dépositaires de la violence légitime de l'État. Les agents armés de l'État, c'est des gens qui, on peut se le dire, et c'est démontré, c'est des gens qui votent à 80% Front National. Et c'est des gens qui se sentent légitimes pour traiter les Noirs et les Arabes de ce pays comme des Palestiniens. Et d'ailleurs, leurs vœux ne sont pas restés ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds, puisque vous vous rappellerez qu'en 2005, après la mort de Zied Bouna, Nicolas Sarkozy à l'époque et Chirac qui avaient décrété l'état d'urgence, loi qui avait été appliquée pour la première fois dans le contexte de la guerre d'Algérie. On en revient toujours au traitement spécifique des personnes issues de la colonisation. En 2005, qu'est-ce que fait Nicolas Sarkozy? Il invite une délégation des forces spéciales de la police israélienne et du ministère de l'Intérieur israélien. Et le Jérusalem Post
dans un article qui date de cette époque-là, décembre 2005, nous dit « Le savoir-faire de la police israélienne dans la lutte contre le terrorisme et le contrôle des émeutes est largement reconnu dans le monde. De ce fait, Karadi et Nehemia, qui sont les représentants des forces spéciales israéliennes, sont à Paris pour faire profiter de leurs homologues français de leur expérience pour réprimer efficacement les émeutes. » 2005. 2023, que fait Darmanin? Vous avez Naël Merzouk, jeune Algérien, d'origine algérienne, tué par un policier, symboliquement, devant le rond-point Mandela. Hein. C'est un endroit que je connais très bien, puisque j'habitais à 100 mètres de là. Qui est tué devant la place Mandela. Son assassin reçoit en 3 ou 4 jours 1,5 million. Ce qui, quand même, dénote l'évolution de l'opinion dans ce pays. Il faut que nous, les personnes issues de la colonisation, on soit assez lucides pour ça. Vous allez avoir des allées blancs, mais il faut faire le compte. Hein. Je ne suis pas sûr qu'ils soient majoritaires. Ah oui, moi, je ne suis pas là pour dire des choses qui vont plaire à la mairie de Paris, hein, je vous le dis clairement. Il faut qu'on fasse les comptes pour voir quel est le rapport de force. Qu'un policier puisse recevoir 1,5 million au bout de 3 jours, c'est un signal qu'il nous a envoyé. C'est un signal qu'ils nous ont envoyé pour dire non seulement nous allons vous tuer, mais nous allons récompenser ceux qui vous tuent. Que fait Darmanin? Il envoie un fax à qui? Ben Gvir, ministère de l'Intérieur israélien. Le même qui est tête de pont du génocide des Palestiniens aujourd'hui. Dans le fax, qu'est-ce qu'il dit? Il voulait s'informer sur la façon de gérer la crise à laquelle la France fait face. Ça, c'est le chef de la police israélienne qui le dit devant la Knesset. Et pour conclure, le sort réservé aux forces de l'ordre impliquées dans les violences ayant causé la mort de personnes non blanches. Bon, je ne sais pas si l'information est correcte, mais il me semble que les gendarmes qui ont été impliqués dans la mort de Claude Jean-Pierre, il y en a qui ont été promus. Rotaillot, au mois d'avril, il a décoré 5 policiers qui étaient impliqués dans la mort d'un jeune à Marseille et l'éborgnement de son cousin. 5. Il leur a donné la plus haute médaille du ministère de l'Intérieur. La médaille de la sécurité intérieure. Et vous savez que le policier qui a tué Naël a été muté au Pays Basque. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, à travers l'héritage de Fanon, l'héritage de Malcolm X, l'héritage de Ruth First, l'héritage de Clovis Moura et de Patrice Lumumba et de toutes ces personnalités dont on célèbre le centenaire, nous, personnes issues de la colonisation, nous avons les éléments théoriques, pratiques, pour renverser le système colonial qui continue d'opprimer les nôtres, de la Palestine à Ferguson, en passant par les banlieues parisiennes. Et comme disait Fanon, nous devons continuer le combat car nous n'avons pas le choix. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Fanon nous disait aussi, ça va être ma dernière phrase, c'est pas la mienne, hein, celle de Fanon. Chaque fois qu'un homme a fait triompher la dignité de l'esprit, chaque fois qu'un homme a dit non à une tentative d'asservissement de son semblable, je me suis senti solidaire de son acte. Nous sommes Frantz Fanon. Merci. So we come back to English for a little bit. Sorry. I thought I would offer a short reflection about the question of how police violence connects with the larger issue of institutional racism, how the two are connected, but how the notion of institutional racism also allows us then to connect the reality of police violence towards racialized communities and racialized youth to other areas of the racial state, right? To understand that scope of institutional racism. So in that spirit, I want to first call attention to the fact that after this session, after the break,
we're going to have the world premiere of a documentary film on Fanon, Rediscovering Fanon. And the director is here with us, Rico Spade. And I am mentioning it because in that film, you will see how important is to rediscover Fanon is to rediscover it in the context of these massive waves of police violence, particularly in the United States, right? Rico is from the US, and you will see that all the phenomenon of, all around the movement of Black Lives Matter, what led to the movement, the assassinations, the murder of Black youth and Black people, that led to the emergence of Black Lives Matter, that inspires part of that film, right? The film raises the question or addresses the topic of the relevance of Fanon in the context of this reassertion of police violence, right? Again, when you live in a society where the people who are paid to supposedly protect you end up killing you, right? That phenomenon. And so Fanon, I think when you see the film, I think that film will connect with this panel, right? And that maybe in the discussion of the film, we could continue the conversation around police violence and other forms with Rico. But I wanted to call to attention to bring to our consideration what has happened, at least in the US, since the height of the Black Lives Matter movement. What has happened since 2021, 2022, 2019, 2020, 2021, right? That moment of the height of the movement. And where are we today? And where is that movement today? And hopefully we can think of all of this together, right? I don't know how in France you're facing some of these challenges, but in the US, what we found very quickly is that, and this is complex issue, but one of the issues that emerged is the liberal mistranslations and appropriations of Black Lives Matter, right? Liberal mistranslations. And so suddenly, I think it was the summer of 2020, there was this, or 2019, the proliferation of statements of support, right? Recognition of structural racism from big companies, from universities, from all the sectors. So you found what the emergence of what then the right call it was a kind of a woke capitalism, right? As if now you can do capitalism with apparently anti-racist consciousness. Is that the idea? And then there was a performance of these statements put in multiple places, right? This company recognizes the evils of racism, the fact that, and then we stand with this, that, and that, right? You remember. In the universities were one of the spaces, many universities, right? They saw the need to come out with statements recognizing structural racism in some kind. Even though universities are some of the places that are most heavily structured around racism, right? There is a deep epistemic racism, but somehow there was this, need to come out and present yourself as if you are somehow anti-racist, while of course, but from a very racist standpoint, an institution, right? But how the institutions like the university and other institutions in the private sectors mistranslated in that way, right, accommodated the BLM was through the logic of DEI. BLM became DEI, diversity, equity, and inclusion, right? And suddenly, so what BLM was in society, DEI was supposed to be in these sectors. I am not going into the topic internal to critiques of BLM that we could do, that whether they could be more radical. Yes, we can do all of that. But I want to know rather the other direction, how the liberal order integrated that, translated into the order of diversity, equity, and inclusion, right? Where now there was at least this discourse that universities and other institutions needed to confront the reality of structural racism, and that the way to do it was by recognizing the values of diversity, equity, and inclusion. Notice that at least in the US,
no institution that I am aware use the notion of decolonization. They did not say, we recognize structural racism, therefore we have to decolonize the university and the state. No, that was banned. In Canada was something different. They appropriate the movements they are pushed, and it became something. In the US, decolonization was not. It was DEI, diversity, equity, and inclusion. Where is diversity, equity, and inclusion today? Where is it? And where is the BLM and the strength of that moment, right? That moment. Maybe some people were thinking, well, okay, Barack Obama did not do it, did not lead to this colorblind society. Maybe BLM will do it because everyone is now acquiring this consciousness. Everyone is getting woke. Where are we only a few years after? Where BLM, Trump called it a terrorist organization. DEI is being banned from the federal government, from universities. The same corporations that were saying we recognize structural racism, now they are saying it, we need to address the damages of diversity, equity, and inclusion, right? In defense of the individual, of the freedom and liberty of the individual. And so on the one hand, there was a mistranslation of whatever radical elements were there, and there were some important elements. You're going to see them in Rico's film, right? There was a mistranslation into the hegemonic liberal order of the US, and then at the same time, there was the call for revenge from the right wing and for the white right wing. No, this is now too much, right? Even something as lame as non-threatening, even something as mild, soft as DEI, diversity, equity, and inclusion, became too much. And this is the government that, Trump this time won with a majority of votes. And it is projected that even if more people had voted, he still would have won. So Trump is not this anomaly. It represents a force of the, of that state, which is the US. So what does that mean then for the question? Because that seemed to be the moment where we all recognize in the US the reality of and brutality of police violence and racism. That was very clear to how to deny it when you have these videos, right? People trying to breathe and saying, remember George Floyd, I cannot breathe, being killed in front of cameras. So even in that moment, even that, how is that conclude somehow ends up where we are now? And the question is, how can we then engage or address this to make it more difficult for us to where we are now? And what I'm going to suggest is that, the phenomenon of police violence against youth, right, is connected, of course, with the street to prison pipeline, right? If you are youth in the streets, their destiny, racialized youth, their best destiny from the perspective of the racial state is prison, imprisonment, right? Now, the other path for youth usually, right, is the streets or the school. But how does school treat racialized youth? Do they find themselves at home in school? And a school becomes a place, and schools and then universities becomes this place where you are supposed to become disciplined and assimilated into a discourse and a culture and a way of being, right? That's why the universities welcome the diversity, equity, and inclusion, because ultimately diversity, equity, and inclusion could be translated as assimilation, right? Yes, we are diverse, we are inclusive, but that means that we open our door for you to learn our habitus, to adopt our way of being. And that happens even when you become a critical thinker. Because what you absorb is the liberal habitus. But it's the same habitus that then leads university students and professors at the university disconnected with the movements that are calling for the abolition of prisons outside, right? And so what they are producing is the scholarship and the knowledge. But by doing this and failing to connect with the movements that are fighting for the abolition of the prison system and the abolition of the police, then they are helping
to continue the mistranslations of liberalism and the revenge of the whites. So what I am suggesting is that maybe in recognition of institutional racism, in recognition of the fact that police violence against youth takes place in this larger context, where youth in the streets, you have the police there, when then youth in the school and the university, they have the teacher there, another form of disciplining. And that maybe when we think about decolonization today with Fanon against institutional racism, we should be calling simultaneously for the abolition of the prisons, for the abolition of the police, for the abolition of the university, and for the abolition of the museums. I'm leaving that out, but that's the other organism, right? Where if youth, artistic youth, go there, you're supposed then, again, the process of assimilation into the aesthetics, colonial aesthetics of the museum, and the liberal sensibility of the artist or artist. Right? Also problematic. So I think that decolonization calls for it would be the development, cultivation of combative attitudes, combative decolonial attitudes, instead of the liberal attitudes that are the ones that keep our struggles separate and that make it easier for the state and institutional racism to keep us apart and to push us down and to take us to situations like where we are now. Right? Where we are now is now we have the police violence continues, but then we have even more prisons. I don't know if you have heard about Alligator Alcatraz, that is probably in the US, plus direct participation in the genocide that is being committed in Palestine by the support of the US. So now, how can we combat all of that? And what I'm suggesting is that in light of recognition of institutional racism as a broad spectrum of forms of domination, extermination, and disciplining, that we develop a program of decolonization that prioritizes the cultivation of combative decolonial attitudes against the formation, liberal formations that we get in museums, the university, and so on. But at the same time, that is keeping us still too close to the liberal order, developing liberal attitudes. So we need to also abolish liberalism in the process. Thank you. Est-ce que tout le monde parle anglais dans la salle? Non? Ok, c'est ce qu'il faut peut-être faire un petit topo. Ok, j'ai pris quelques notes pour faire un résumé. Voy a hacer un resumen de lo que ha dicho. Ok, donc pour ceux qui vont rester, c'est le cas de tout le monde, non? Vous allez rester jusqu'à 21h, j'imagine. Il y aura une projection juste après d'un documentaire de Rico Spate. Rico Spate, ah si, ça dit, non? Rico Spate, qui est justement un documentaire, je crois que c'est une première, non? C'est ça? C'est une première mondiale, hein, quand même, c'est pas rien. Première mondiale d'un documentaire sur Fanon, qui justement va nous permettre de faire le lien entre tout ce qui a été dit précédemment, notamment sur la question des violences policières. Donc ça sera suivi d'un débat et la Fondation vous invite à rester pour la projection de ce documentaire exclusif proposé par la Fondation en première ici à Paris tout à l'heure à partir de 14h. Bon, ça va peut-être commencer un peu plus tard puisqu'on a été un peu en retard sur le programme. Donc ensuite, le camarade Nelson a parlé de... En fait, il a fait une entrée sur Black Lives Matter. Bon, je suppose que tout le monde sait ce qu'est Black Lives Matter. Je pense qu'ils sont nés en 2014, donc c'est un mouvement qui lutte contre les violences policières dont les Afro-Américains sont victimes de manière disproportionnée. Et comment le mouvement Black Lives Matter a été coopté par l'ordre libéral aux États-Unis. Ok, tous les promotionnaires, c'est ça? Non, pas promotionnaires, tous les promoteurs. Moi, j'ai du mal avec le français des fois. Tous les promoteurs de l'ordre libéral et capitaliste aux États-Unis, ils ont essayé de coopter Black Lives Matter. Ils ont essayé de coopter ce qu'aux États-Unis, ils appellent DEI, Diversity, Equity, Inclusion. Donc, c'est tout un système qui a été mis en place pour promouvoir la diversité, l'inclusion et l'égalité, okay, l'équité aux États-Unis. Donc, c'est des règles en vertu desquelles il faut avoir... c'est des règles qui font, par exemple, que quand l'administration Biden soutient le génocide à Gaza,
tous les gens qui sont au poste clé, c'est des Noirs. C'est ça, diversity, equity and inclusion. Non, mais vraiment, concrètement, c'est ça. C'est quand Biden, son administration soutient le génocide à Gaza, son chef d'état-major, Charles Q. Brown, c'est un Afro-Américain, sa vice-présidente, bon, ça c'est des trucs que je rajoute, hein. Sa vice-présidente, c'est Kamala Harris, Lloyd Austin, ministre de la Défense, c'est un Noir. C'est ça concrètement diversity, equity and inclusion. C'est on se partage le gâteau libéral et capitaliste, y compris quand c'est pour génocider d'autres peuples, en rajoutant un vernis, racisé. Donc ça a été coopté par les entreprises, y compris les entreprises multinationales, qui avaient lancé toute une campagne de communication pour dire « nous reconnaissons le racisme institutionnel ». Ok. Donc il y avait des campagnes de publicité, ok, à plusieurs millions de dollars, pour ne pas dire plusieurs dizaines de millions de dollars, pour dire voilà, nous soutenons le mouvement Black Lives Matter. Je pense qu'il y avait même there were some credit cards, BLM back then, from some companies, I think, Mastercard, and yeah. Donc il y avait même des cartes de crédit Black Lives Matter. Donc, c'est juste pour vous dire, il y a des fondations comme la Fondation Ford qui ont énormément investi pour soutenir justement le combat des Black Lives Matter. Évidemment, tout ça, avec la réélection de Trump, elle a monté des mouvements suprémacistes blancs, la résurgence plutôt, parce que bon, c'est un État suprémaciste blanc aux États-Unis originellement, ça c'est moi qui le rajoute. Tout ça, c'est tombé à l'eau. Black Lives Matter, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, ça a été reconnu comme organisation terroriste. That what you say? Ouais. Organisation terroriste, et DEI a été effacé de toutes les organisations fédérales. OK? Et en plus, toutes les firmes multinationales, toutes les entreprises qui disaient qu'elles soutenaient DEI, maintenant, elles combattent DEI. Elles disent on va réparer les dégâts causés par DEI. OK? Je crois qu'il y a Trump qui a déclaré il y a quelques mois, oui, mais quand les gens montent dans un avion, ils voient que le pilote est noir, ils sont quand même inquiets. Il a dit ça, hein? Il a dit ça en pleine conférence de presse, hein? Oui, c'est ça. Donc le mouvement LGBT aussi a été très attaqué dans le cadre de DEI. Et vous avez vu, Facebook, ils avaient ouvert une école de la, je ne sais plus comment ils appelaient ça, école de la seconde chance. Elle va fermer. OK? Et Zuckerberg, ça a été un des soutiens, y compris financiers, de Trump. OK? Parce qu'il y a une enquête contre lui, il y a plusieurs milliards de dollars d'amendes qui sont requis contre lui. Et donc, voilà, lui, il est passé du côté anti-DEI de la force. Donc, les violences policières, dans ce cadre-là, elles s'inscrivent dans la continuité de School to Prison Pipeline. Right? Was it School to Prison Pipeline? School to prison pipeline. Yeah. Donc, pipeline, c'est oléoduc, je crois, en français. Donc, l'oléoduc qui mène de l'école directement à la prison. OK? Ça, les violences policières. Parce qu'il dit que l'école, en fait, elle est là pour enseigner les valeurs de l'assimilation au mode de vie à l'américaine. Et forcément, cette formation, elle déteint, y compris sur des intellectuels qui se pensent ou se disent critiques. Okay? C'est-à-dire que l'éthos libéral, l'habitus, il a parlé d'habitus libéral, je suppose que tout le monde sait ce que c'est habitus. Voilà. Structure structurée à agir de manière structurante. Je crois que c'est comme ça Bourdieu le décrivait. Bon, moi, je n'ai jamais compris Bourdieu, mais bon, voilà. C'est ça l'habitus. Donc, ces intellectuels-là, eux-mêmes, ils ont intégré cet habitus libéral. Ce qui fait qu'il y a une sorte de déconnexion, OK, entre certains intellectuels qui sont dans le champ académique et les mouvements dont ils se disent proches ou pour lesquels ils théorisent. Donc, il parlait par exemple du fait que, il y a une production académique abondante sur l'abolition de la prison, par exemple, mais les gens qui produisent ces travaux académiques ne sont pas forcément des gens qui sont liés, qui travaillent étroitement avec les organisations qui sont impliquées sur le terrain, en fait. Donc la décolonisation, en s'inspirant de Fanon, ça passe par l'abolition de la police. Hein? Vous pouvez couper ça au montage. L'abolition de la police, la prison
et aussi, si j'ai bien compris, des musées. D'université, de musées. Voilà, c'était pour savoir si vous étiez attentifs. Il y en a qui ont suivi. Il y en a qui ont suivi, hein. Et de l'université. Donc, quelles sont les mesures que nous, on doit prendre à notre niveau? C'est cultiver des attitudes anticoloniales à rebours des attitudes libérales qui non seulement nous divisent, nous dispersent, mais aussi nous éloignent des objectifs communs. Elle a donné l'exemple tout à l'heure justement pour illustrer le niveau de bestialité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, des politiques racistes qui sont mises en œuvre aux États-Unis. Il a parlé de une prison qui s'appelle Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz. J'ai vu une image là, je ne sais pas si elle a été générée par l'intelligence artificielle. C'était justement le projet de Alcatraz, je pense que tout le monde sait, prison de haute sécurité aux États-Unis. Donc une sorte une prison entourée de alligators, c'est ça? Alligator, c'est ça en français? Ouais, voilà. De crocodiles américains. Voilà. Comme ça. Donc des alligators. Donc tout ça, c'est pour illustrer la bestialité des politiques mises en œuvre par l'État raciste américain. Et donc, dans ce cadre-là, pour finir, il faut développer une culture combative anticoloniale qui prend le contre-pied des attitudes libérales hégémoniques qu'on essaie de nous imposer. Voilà. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à tout ce que viennent de dire Bouna et Nelson. En fait, ça montre en fait l'importance de l'éducation, ce qu'on appelle en France l'éducation nationale, où la pensée occidentale capitaliste est transmise à nos enfants. Et en fait, c'est pour ça que on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce qui vient d'être décrit dans notamment les universités. Mais en fait, ça soulève un questionnement chez nous en Guadeloupe, parce que la France, c'est l'un des derniers pays à avoir gardé ses colonies, la Guadeloupe, la Martinique, etc. En fait, on sert de laboratoire pour ces grandes puissances. Puisque par exemple, en Guadeloupe, moi je me rappelle, quand j'étais gamin, j'ai fait mon éducation là-bas. À l'école, on me faisait chanter nos ancêtres les Gaulois. Donc, en fait, c'est important aussi. Et quand justement, on essaie de créer un système éducatif parallèle, par exemple, avec une école dernièrement en Guadeloupe qui s'appelle Génie en Herbe, eh bien, tout de suite, elle est fermée. Quand il y a eu un projet d'école panafricaniste en Guadeloupe, tout de suite, le projet a été bloqué par le préfet. Donc, en fait, c'est important aussi de développer aussi ce modèle éducatif, puisque la transmission, si nos enfants ne l'ont pas, ils ne pourront pas continuer à perpétuer les combats qu'on mène aujourd'hui. Voilà. Bon, alors, originellement, on devait finir à 12h30, mais vu la forme que prend le débat, on va essayer de gratter un peu de temps, au moins jusqu'à 13h. Pour revenir rapidement et poser une question, après ça, on prendra des questions du public. On prenait l'exemple des discours qui ont été déployés sur BLM. Bouna, tu revenais sur l'utilisation qui était faite de Martin Luther King, tout ça. Il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines, c'est Marine Le Pen qui se comparait à Martin Luther King quant à la persécution à laquelle elle faisait face par la justice française. Et, et c'est pour ça que finalement, c'est une question de champ. Et au-delà du champ des discours, je pense que la question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est celle de la stratégie militante, la stratégie politique. Au-delà des rassemblements, des marches, des rencontres, comment est-ce qu'on peut agir concrètement? Pour revenir sur ce que Issam, tu disais à propos des révoltes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 2023, Naël, c'est le 3e décédé de l'article L435-1. Suivent les révoltes, après plus rien pour 2023.
pareil pour BLM. Il y a des études américaines qui ont montré que dans les villes qui avaient connu les plus forts rassemblements, les plus forts mouvements liés à BLM, il y avait une diminution, si ce n'est une extinction, au moins pendant un temps, du nombre de meurtres policiers. Donc, l'action, on va dire directe, concrète, porte ses fruits. Et donc, je pense que c'est une question de stratégie qui se pose à nous aujourd'hui, si quelqu'un veut répondre à ce niveau-là. Comment agir concrètement pour obtenir des victoires et réussir à faire bouger les choses? Bon, on va prendre les questions du public. Nickel. Ouais. Il y a un micro baladeur. Je peux si tu veux, je peux faire la jeune fille de la maison. Et. Je fais la jeune fille de la maison. Je vais commencer par Rita. Merci beaucoup de cette opportunité. Je suis dominicaine, ça veut dire caribéenne. Et c'est très intéressant écouter les débats et voir comment aujourd'hui, plus que jamais, la lutte contre les pouvoirs et la lutte de la mémoire contre l'oubli, et comment dans le cadre de transformation sociale que vit notre société d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et toutes ces transformations où on assiste aussi à une montée de l'extrême droite qui est légitimée partout dans le monde. Moi, je viens de l'Amérique latine et je vois une montée du racisme et une montée des régimes d'extrême droite dans la région. Je voudrais voir comment vous articulez cette réflexion qui met en avant la question de mémoire et récupère l'histoire concrète avec la question démocratique aujourd'hui. Une démocratie qui est en crise, il va s'équivaut, mais je pense que l'état de droit c'est important et les valeurs qu'il y a dans la démocratie sont importantes. Comment vous articulez cette réflexion à vous, cette mémoire que vous mettez en avance avec la question démocratique et la crise démocratique et comment ça peut être un élément de force pour faire pousser les demandes qui sont au cœur de votre militance, quoi. Merci. On en prend plusieurs ou comment tu veux procéder? D'accord, donc je vais essayer de faire vite. On a vu dans les 2 dernières années, la rapidité avec laquelle la France mobilisait d'énormes contingents de policiers et de militaires pour réprimer les luttes des peuples encore sous domination coloniale française, notamment aux Antilles, mais aussi dans l'Océanie. Malheureusement, si on peut aussi constater quelque chose dans les mouvements actuels qui secouent l'Afrique de part en part, notamment les mouvements de jeunes qu'on voit s'animer au Kenya ou au Togo. L'indépendance n'a pas mis fin à la militarisation de la répression des mouvements sociaux. Donc une question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est comment on s'assure ou comment on peut élaborer des stratégies à l'aune du travail de Fanon pour garantir le fait que le combat pour l'indépendance puisse mener aussi à une abolition de certaines formes de répression qui ont perduré partout sur le continent, notamment parce qu'on a intégré un certain nombre de membres des polices coloniales locales dans les polices qui ont du coup institutionnalisé des formes de violence qu'on voit encore partout sur le continent et dans beaucoup de pays qui ont connu des luttes pour l'indépendance assez farouches. Voilà, donc c'est une question que je vous pose aujourd'hui. Comment, à l'aune de Fanon, on règle cette question tout en mettant en lien le combat des peuples sous domination coloniale et dans les empires et ceux dans des pays qui sont dits libérés. Merci. Une autre ou ça va? Est-ce qu'il y a une autre? Excusez-moi, après. Merci beaucoup. Je vais juste lire une phrase là d'Amener la Terre. Dans les régions coloniales, par contre, le gendarme et le soldat, par leur présence immédiate, leurs interventions directes et fréquentes, maintiennent le contact avec le colonisé et lui conseillent, à coups de crosse ou de napalm, de ne pas bouger.
Moi, ma question, finalement, c'est vrai qu'elle ressemble un peu aux deux premières. La première était un peu avec la démocratie. La seconde, il y a eu les indépendances, mais quelle est la suite? Ma question, c'est, Fanon nous parle quand même dans son œuvre de violence. À quel moment est-ce qu'on le dit les termes, hein? C'est pas juste d'être en colère, c'est de prendre la violence, elle est légitime, qu'on l'utilise. Donc quand on dit ça, qu'est-ce qu'on s'en dit pour aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le dire de façon un peu libre? Est-ce qu'on ne peut pas trop le dire? Donc par rapport à ces mots, qu'est-ce qu'on fait? Comment on applique concrètement cette violence? Voilà, peut-être que ma question sera plus pour Monsieur Hadjari, parce que je ne veux pas que mon frère de la Ligue soit fiché S. Donc, je l'adresse plutôt. Mon frère, vraiment, voilà. Merci. Non, mais alors là, je ne voudrais pas non plus que Norman bénéficie du statut de S. Nous avons besoin de lui, il a besoin de venir en France. Donc, cette question, votre question s'adresse à tout le monde, en définitive. Nous serons tous fichiers S où personne ne sera fichier S. Nous assumons tous d'être S. Sinon, on appelle Hidalgo. Je crois que c'est aussi ça. Oh, pardon. Il y a encore, tu en veux 3 ou 4 ou combien? On est à la troisième. On en a 3. Non, mais il y avait quelqu'un qui avait... C'est trop. C'est trop mal en direct. Attendez. Non, 3, vas-y, on fait les réponses après. Voilà, 3, il y a eu 3 questions, vous faites répondre Voilà. 3 questions. C'est bien. Je viendrai après. Je parle en premier, toujours le cas pour les fichiers S. Hein. Je vais essayer de faire une réponse globale, puisqu'il y a pas mal de questions qui se recoupent. Les personnes issues de la colonisation en France sont un peu orphelines de la guerre froide. Hein. C'est un peu une provocation dite comme ça, mais au moins, il y avait un ordre idéologique, politique, alternatif au monde capitaliste occidental. Si les pays africains ont pu se décoloniser, c'était qu'on le veuille ou pas avec le soutien du bloc de l'Est. Dire que toutes les guerres de décolonisation de l'Algérie au Mozambique, passant par l'Angola, la Guinée-Bissau, c'était des guerres menées contre les puissances occidentales avec le soutien logistique, financier et militaire du bloc de l'Est. Union soviétique, Allemagne de l'Est, Roumanie, enfin tous les pays du bloc de l'Est, tous ces pays où paradoxalement on assiste à une résurgence de l'extrême droite. Ce qui est assez... bon, peut-être une résurgence de sentiments qui existaient avant. Mais en tout cas, si la décolonisation a été possible dans les pays d'Afrique, et aussi si l'abolition de certaines lois racistes, que ce soit aux États-Unis, parce que Jim Crow, la loi qui abolit la ségrégation dans le système éducatif américain, c'est une semaine après Dien Bien Phu, hein. Pas avant. Et c'est quelques mois avant le déclenchement de la guerre d'Algérie. Donc il y a un rapport de force international qui malheureusement aujourd'hui ne nous est pas trop favorable. On parle beaucoup des BRICS, mais ce n'est pas la même dynamique qu'avant, ce n'est pas les mêmes projets politiques qui sont portés. Donc dans le panafricanisme, dans l'histoire du panafricanisme, les populations noires, pour se libérer, elles ont toujours fait des alliances. Ça aussi, vous pouvez couper ce que je vais dire pour la fin. Ils ont toujours fait des alliances avec des ennemis perçus comme tels ou réels des puissances occidentales. C'est ce rapport de force qui, malheureusement, aujourd'hui n'existe pas, en tout cas au niveau étatique, et que nous devons absolument maintenir au niveau de nos organisations. C'est ce que Mireille fait quand il fait la tournée au Guatemala, au Brésil. Elle a un réseau, bon, c'est aussi dû à ses anciennes obligations professionnelles. Elle a constitué un réseau d'organisations militantes avec lesquelles elle est en interaction permanente. Ça a créé des liens de solidarité concrets qui sont plus simplement virtuels. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du virtuel, on a tendance à
comment dire, surestimer l'impact qu'on peut avoir parce qu'on a, c'est pas moi, 10 000 likes sur Instagram, ce qui est déjà pas mal, ce qui n'est pas le cas de la Ligue. D'ailleurs, si vous pouvez mettre des likes, ce serait pas mal. Mais on est orphelin de cette période de la guerre froide parce que après le recul de la guerre froide, non seulement les États nouvellement indépendants ont dû faire des concessions, et ça rejoint la question de Isaac. Mandela, pourquoi il renonce à faire la réforme agraire en Afrique du Sud pour récupérer les terres qui, jusqu'à aujourd'hui, 80% sont détenues par des Blancs? Pourquoi il fait ce qui, pour moi, est une des plus grandes catastrophes pour le continent africain, c'est le démantèlement de l'arsenal nucléaire sud-africain, qui nous expose aujourd'hui aux menaces des puissances occidentales. Pourquoi il le fait? Parce qu'il n'a plus de jambes, il n'a plus de bras. C'est-à-dire que toutes les puissances qu'il avait, enfin toutes les forces extérieures qu'il avait soutenues dans sa lutte contre la colonisation en Afrique du Sud, ils sont effondrés. Mandela, il est libéré après la chute du mur de Berlin. C'est pas un hasard. Et je pense que nous, en tout cas, les personnes issues de la colonisation, les autres, si vous pouvez nous aider, tant mieux, mais bon, nous, on sera devant. Hein. Vous serez derrière, ou peut-être à côté, mais nous, on sera devant. On doit perpétuer ces traditions internationalistes, parce que c'est ce qui va nous permettre de sortir de cette extrême droitisation, parce qu'eux aussi, ils font de l'internationalisme, c'est-à-dire qu'ils font des sommets aux États-Unis avec comment il s'appelle, celui qui fait des saluts nazis, là. Steve Bannon. Bardella, il assiste à des conférences en Hongrie, partout dans le monde. L'extrême droite, aujourd'hui, est internationaliste. Donc nous aussi, pour qu'on sorte du carcan liberté, égalité, islamophobie, il faut aussi qu'on s'internationalise. Et je finis juste sur la question de Isaac. Ce que tu dis, c'est que Fanon, il a parfaitement prophétisé d'amener de la terre quand il parlait de la bourgeoisie nationale. Il disait que la bourgeoisie nationale, ce n'est pas une bourgeoisie qui produit, c'est une bourgeoisie parasite. C'est une bourgeoisie qui est une porteuse d'affaires de l'impérialisme occidental. Aujourd'hui, on a dans plusieurs pays d'Afrique des bourgeoisies qui sont au service de l'impérialisme occidental. Mais ça aussi, c'est un produit de la chute de la guerre froide. Parce que l'Afrique, c'est le continent où il y a eu le plus d'expériences socialistes. Burkina Faso, Éthiopie, Érythrée, Mozambique, Angola, Guinée-Bissau, Guinée, toutes les zones, Égypte, Algérie, toutes les zones de l'Afrique ont été touchées par les expériences socialistes. Donc, il y a eu des tentatives de transformation pour sortir de l'ordre colonial. Mais malheureusement, après la chute du mur de Berlin, il n'y avait plus d'alternative politique, idéologique. Donc, ces élites-là, qui étaient anticoloniales, socialistes, elles se sont ralliées au néolibéralisme. En se ralliant au néolibéralisme, elles ont perpétué des modes de répression aussi liés au capitalisme contre leur propre population. Mais là encore, Fanon nous avait donné l'explication, il nous avait donné aussi la solution, qui est ce que ma sœur a mentionné tout à l'heure, la réponse violente aux violences qu'on subit. Mais bon, sur ce sujet-là, je vais laisser les autres développer. Alors, moi, je vais être un peu plus rapide que Bouna. Essayer de prendre point par point. Alors, madame revenait sur le côté démocratique de la question. En fait, j'ai envie de revenir sur ce que disait Nelson en liminaire quand il parlait de la pyramide fascisme, colonialisme et racisme. En fait, la plupart des démocraties occidentales capitalistes sont basées sur ce principe. Donc, j'ai envie de dire, parfois, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, ça peut inclure parfois certaines montées comme ça dans les démocraties et favoriser les montées d'extrême droite et de politiques racistes et fascistes. Donc, on le voit, l'Europe tend clairement vers la droite très extrême. Je pense que c'est un premier élément de réponse. Quand monsieur parlait des violences systémiques au niveau des répressions, même dans les pays, on le voit aujourd'hui, par exemple, au Togo, où il y a une forte répression des mouvements citoyens qui essaient de se soulever comme ceux qui considèrent comme des décisions politiques injustes. On voit effectivement que tout de suite, le bras armé de l'État entre en scène et réprime, comme c'est le cas dans toutes les sociétés. C'est établi. Nous, par exemple, Fatih et moi, on est partis dans ce qu'on appelle un forum social mondial. C'est quelque chose qui était assez répandu à une époque où, effectivement, il y avait
où il y avait une véritable opposition au camp occidental, ce qu'on appelait à l'époque les altermondialistes. Et ben, aujourd'hui, ça s'est atténué, ça a pratiquement disparu. Et donc, effectivement, on se rend compte que ben, il y a toujours ce rapport. Par exemple, on a une camarade du Brésil qui nous expliquait que la police brésilienne était formée par les policiers français. Donc, c'est une transmission, d'où le sujet qui, pour certains, peuvent paraître absurde de qu'est-ce qu'on fait du débat sur l'abolition de la police. Ça peut paraître absurde, mais ça peut se poser comme question. Quelles sont les solutions alternatives? Ou ben forcément, on n'est pas obligé d'aller taper son peuple quand il réclame des droits ou des meilleures conditions de vie. Et ensuite, pour finir avec la question de la camarade sur la violence, la camarade de la Ligue que je ne citerai pas, puisqu'apparemment ils ont déjà pas mal de problèmes. Et donc en fait, le rapport de force, c'est ce que je disais aussi dans mon intervention, le rapport de force, comment on l'établit, sur quelle base, sur quelle organisation, avec quelle arme. On ne va pas aller se battre avec des bâtons contre des fusils mitrailleurs ou des kalachnikovs. Donc tout ça s'organise, ça se débat, ça se vote, ça s'enrichit des uns et des autres de ce que l'un et l'autre peut apporter. Mais effectivement, Fanon théorise les choses et ensuite c'est à nous de prendre en main les théories et de voir comment on les applique sur le terrain. Voilà, c'est mon avis. I just would like to say a word about the question regarding democracy, especially because I think that when we think about institutional racism, which is part of the topic of the panel, right? Institutional racism, I think that when we think about that seriously, it leads us to consider that in the context of Western modernity, we may not have too many examples of actual democracy, that what we have instead is racial democracies, right? Racial democracies. Democracies that take place in a context that is meant to be racially divided, right? Consider, for example, the self-declared only democracy in the Middle East, Israel, the state of Israel, right? Only democracy in the Middle East. But how do you guarantee that democracy, right? It's a democracy, but only if you have the conditions where you create a state, the absolute majority of which is of a particular creed and a particular idea. Meaning in the Israeli project, the idea is that it's democratic as long as you make sure that the demographic majority are Israeli Jews. So, I mean, what kind of democracy, right? You adopt democracy, but it's already conditioned by the racial state, a racial state. Right? So it's a racial democracy. And so the genocide, right, has to do with that. How do you make sure that whatever Israel is not 50-50, 50% Jews and 50% Arab, or more or less, right? 40-something. It cannot have an amount of people who are not Jewish, amount of people who are Muslims cannot be conceived as part of that state. But what kind of democratic state is that then? If it is preconditioned by a racial logic that leads to even justify genocide as a precondition to the supposed democratic state, right? So that's democracy in the context of Western modernity. Think about the US too, a democracy, right? But then again, what happens when you are pushing indigenous populations, exterminating them, pushing them, putting them in reservations, creating ghettos, other areas, right? Minoritizing peoples through extermination and then imprisonment. You have the state has its different tools of controlling that population, right? What's happening with the Trump phenomenon has to do that now, as I mentioned before, for the first time in the history of that country that we know of, the US, Anglo-Saxon whites
are about to lose the demographic majority, right? And so that has led to multiple forms of between, different forms of ethnic cleansing, deportations. All the state is moved to control, demographic control, to secure a certain majority, outlook. Now, it's not only the demographic control, it's also the control of public opinion that has to be controlled, right? So even when you have some diversity, the public opinion is confined to a few perspectives. In the US, it's the two-party system, right? The control of opinion is opinion is controlled so that you only have those two main perspectives, which are close to each other, Democrat and Republican, right? And then the third one that I think is crucial is the control of knowledge. Not only the control of opinion through the media and so on, but the control of knowledge, which explains why there is this war against universities, right? Why universities need to be kind of cleansed, there has to be epistemic cleansing in universities, because apparently this, critical race theory became a problem for this administration. Everything that has to do with a critique of that nation state becomes a problem. The reason why, or one of the reasons why the youth anti-genocide protesters in universities, remember when they created these 10 cities with encampments in multiple universities, is that they represent a double threat, which is why this administration has gone directly against students who have been linked to the anti-genocidal protest, right? In looking at leaders of movements in universities that have been critical of Israel, to try to deport them, right? Why? Because they represented this double threat, not demographic so much, but they were threatening the control of opinion, and they were also threatening the control of knowledge. Because in universities, it is said that apparently the perspectives that they were mobilizing, the colonial critical perspectives, right? They brought it to visibility. And now for this racial democracy and racial state, that is too excessive, that needs to be put under control. And at the same time, the encampments led to the challenge, a threat to the control of opinion. Because now the consensus that you cannot criticize the state of Israel is going off the board, right? It's going off the board. So they became particularly threatened, and that's why they have been targeted in a supposed democracy. So again, I think that instead of structures of democracy, what we have is different forms of racial democracy, institutionalized in different states in the north, and two clear examples today are Israel and the US, which are sort of kind of frontier states in the Western civilization continuum. One in the Americas and the other in the so-called Middle East. Frontiers. And in the frontiers, you know what happens? There is genocide, there is killing, massive imprisonment, and that's what we're seeing in these two places. But in between, in Europe, all of that, a lot of this occurs too, of course. Je vais essayer de traduire rapidement. Donc, sur la question de la démocratie, dire qu'il est très, très difficile de trouver dans la modernité occidentale des exemples de vraies démocraties. Ce qu'on a sont des démocraties raciales. Il prend l'exemple de la seule démocratie, entre guillemets, du Moyen-Orient, l'État d'Israël. Cette démocratie, elle est garantie comment? Elle est garantie par le fait que la majorité absolue doit être d'une religion particulière. Donc la majorité doit être, majorité démographique, doit être des juifs israéliens. Donc c'est la seule manière de garantir que l'État racial israélien puisse rester démocratique, entre guillemets. Et du coup, le génocide, c'est aussi une tentative de maintenir cet État racial démocratique, soi-disant, en réduisant la proportion de non-juifs, israéliens non-juifs. Il prend exemple aussi de la démocratie états-unienne, qui s'appuie sur l'extermination, l'emprisonnement des populations indigènes, et il revient sur le phénomène Trump, qui est l'expression du rejet d'un changement démographique, qui est le fait que pour la première fois, les WASP, donc les blancs anglo-saxons protestants,
sont en phase de devenir une minorité aux États-Unis. Il y a aussi l'autre menace, c'est le contrôle. Enfin, ces démocraties veulent non seulement contrôler la structure démographique, mais aussi l'opinion publique et le système de production des savoirs, d'où le nettoyage épistémique de l'université avec des attaques coordonnées contre la critique de la théorie de la race, CRT. Et il a conclu sur l'exemple des jeunes qui ont développé les... Comment on dit un campaign? Ouais, l'occupation des universités. Lui, il m'a dit les camps. Je te taquine. Ouais, l'occupation des universités. Donc, c'était une double menace, à la fois démographique, puisqu'il y avait pas mal d'étudiants immigrés qui étaient impliqués. D'ailleurs, beaucoup ont été expulsés, dont un camarade qu'on a interviewé récemment, Mamoudou Tal, gambien britannique. Donc, c'était une menace démographique, mais aussi une menace pour l'opinion publique et la production des savoirs. L'opinion publique, parce qu'aujourd'hui, le consensus sur le fait qu'on ne peut pas critiquer Israël aux États-Unis a complètement disparu. Et enfin, Israël et les États-Unis sont des États frontières, de la civilisation occidentale. Et qu'est-ce qui se passe dans les États frontières? C'est les massacres, le génocide et la soumission des peuples dominés. Voilà. Oui. Puisqu'on m'a demandé spécifiquement de postuler à ma fichesse, je vais répondre. J'ai relu des trucs récemment, notamment L'État et la Révolution de Lénine, très bon livre, et le livre sur Lénine de Lukács, le marxiste hongrois. Dans ce livre-là, Lukács dit que pour la première fois, l'État soviétique, l'État socialiste soviétique, c'est le premier qui s'est défini lui-même comme violent. C'est la première fois qu'un État se définit lui-même comme violent. Il dit c'est intéressant, etc. Et si vous lisez Lénine, vous voyez que c'est intéressant. Mais je ne pense pas que c'est la première fois. Je pense que la première fois, c'est Dessalines en 1804. Dans ses discours, il dit très bien que son but, c'est d'appliquer la violence, etc. Il n'y a pas d'État plus violent que des États qui se considèrent non violents. Et bon, Israël, c'est un très bon exemple. Je pense qu'ils n'ont absolument aucune idée qu'ils sont en train d'appliquer la violence. Pour appliquer la violence, il faut reconnaître l'humanité de son ennemi, ce qui n'est pas le cas dans cette situation-là. Mais pourquoi ça m'intéresse de relire l'État et la Révolution? Parce que je pense que c'est vraiment de ce type de démocratie dont on a besoin. C'est-à-dire que la démocratie dont on a besoin, c'est vraiment la seule solution, selon moi, que je peux voir, c'est la démocratie qui a pour nom la dictature du prolétariat. La véritable démocratie dont on a besoin aujourd'hui, c'est la démocratie sur le lieu de travail, c'est-à-dire la socialisation des moyens de production. Et je dis pour une raison extrêmement simple, qui est que l'une des formes de fascisme, je pense, les plus dangereuses, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, c'est ce qu'on appelle le technofascisme. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, de l'IA. L'une des compagnies aujourd'hui les plus menaçantes, c'est une compagnie qui s'appelle Palantir, c'est celle qui est possédée par Peter Thiel. Peter Thiel, c'est l'un des types qui a financé Donald Trump le premier, lors de sa première campagne déjà. Palantir, c'est une entreprise qui est notamment utilisée en Israël pour permettre à l'IDF, enfin aux forces de défense israéliennes, de traquer, d'identifier et de faire des frappes de précision, comme ils les appellent, c'est-à-dire en fait tout simplement de commettre le génocide. C'est aussi une entreprise qui est utilisée pour refuser des remboursements en termes d'assurance sociale, d'assurance santé aux États-Unis. C'est aussi utilisé, ça a été adopté, au Royaume-Uni par la NHS, c'est-à-dire l'assurance sociale d'État en Grande-Bretagne. C'est aussi utilisé pour traquer les migrants par l'ICE, la police des frontières et la police de l'immigration aux États-Unis. Bref, si vous pensez à une institution dégueulasse, vous pouvez être sûr qu'elle utilise Palantir. Vous pouvez être sûr qu'elle a acheté Palantir. Les banques également. Bref, c'est une entreprise abominable. Mais le problème, c'est qu'on est dans une économie de laisser-faire. Et dans une économie de laisser-faire, on ne peut pas s'investir ou s'immiscer dans les affaires internes des entreprises. Or, aujourd'hui, je pense que la caractéristique du fascisme du XXIe siècle, c'est qu'elle n'est plus comme le fascisme du XXe siècle, qui avait deux formes, qui avait adopté deux formes, c'est-à-dire d'une part la forme parti, et d'autre part la forme État, quand elle arrive au pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le fascisme du XXIe siècle a investi la forme entreprise. Et c'est pour ça qu'on avait à un moment donné Elon Musk au sommet du pouvoir, c'est pour ça qu'il y a cette idée qu'il faut gérer l'État comme une entreprise, que le chef d'État est censé devenir un CEO, etc. Or, avec les moyens
de la démocratie libérale actuelle, des entreprises commerciales qui ont un fonctionnement, une idéologie et une mission strictement fascistes est hors d'atteinte. La seule manière de lutter contre le fascisme aujourd'hui, c'est avoir cette méthode. Alors, si on n'aime pas ce terme, on n'est pas obligé d'utiliser le concept de dictature du prolétariat parce que ça fait un petit peu peur, etc. On pourrait parler d'une démocratie sociale. Mais en tout cas, il faut un État excessivement violent. Mais vous savez que dans la philosophie libérale, la pire violence, c'est pas de taper sur la gueule de quelqu'un, c'est pas même de tuer quelqu'un. La pire forme de violence, c'est l'attaque à la propriété privée. Or, la seule lutte possible contre les types de fascisme dont je parle aujourd'hui, c'est de s'attaquer à leur propriété privée, d'abolir leur propriété privée, de prendre les moyens de production, c'est-à-dire par exemple de faire des nouvelles prises industrielles qui seraient des prises de serveurs, parce que c'est pas juste le cloud, machin, on s'en fout du cloud. Le cloud, il est dans des serveurs, il faut prendre leurs serveurs, il faut possiblement aussi peut-être prendre leur vie, parce qu'ils veulent devenir immortels. Mais le 357 Magnum, on n'a rien à foutre de tes modifications génétiques. Bon, j'étais déjà un petit peu... Oui, là, la fichesse, c'est mon... Non, parce que j'ai vu une vidéo de Peter Thiel où il parlait du transhumanisme et il disait oui, c'est comment dire, les trans, vous savez, les trans qui changent de genre, etc., manquent d'ambition, ils veulent changer ils veulent changer leurs organes génitaux, mais c'est pas ça qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est changer l'esprit, c'est changer le cœur, c'est changer le corps en entier, etc. Voilà, il faut être un méga trans, quoi. Bon, alors, il faut essayer de briser son rêve, je crois. Et donc, je pense que ces vieilles recettes, comment dire, issues du léninisme, c'est pas que, comment dire, elles me plaisent particulièrement, mais très franchement, en termes de démocratie, je vois pas d'autres héritages intellectuels qui peut comment dire, nous aider et nous aiguiller, ce qui est également, à mon avis, le type de violence dont parlait Fanon dans les damnés de la terre. Tout cette et aussi dont parlait Dessalines, comment dire, assumer la violence, non pas une espèce d'histoire de violence individuelle, etc., mais une forme de violence collective qui peut prendre, comment dire, qui peut s'emparer de la forme État possiblement pour avoir entrer dans ce processus de démocratisation sociale, c'est-à-dire de lutte contre la propriété privée et le fascisme, comment dire, qui coule dans les veines de ces entreprises. Je pense que c'est le type de politiques qui sont vieilles de plus d'un siècle, mais qu'on doit réactiver, non pas parce que ça nous fait plaisir, etc., mais tout simplement parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative. En tout cas, j'en vois pas d'autre. Bon, donc on va conclure ici. Je suis désolé, il n'y aura plus de questions du public. En guise de conclusion, je propose à Issam, Fatia, qu'on a légèrement entendu, en quelques mots, 2 minutes maximum, si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, moi je veux juste peut-être rajouter, je pense qu'il faudrait qu'on prenne conscience, notamment nous les racisés en France, qu'on a un pouvoir collectif. Et ça, on n'y arrive pas. Il n'y a pas assez de transmission. Et en parlant justement de démocratie sociale, la France ne tournerait pas sans nous aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on faut qu'on en ait conscience, qu'on s'approprie les outils pour pouvoir imposer nos idées aussi. Et ça passe par bloquer des secteurs, montrer que si on n'est pas là, il n'y a plus rien qui fonctionne. La grève, oui. Pour conclure, moi, je voudrais vraiment appuyer, mettre le point vraiment sur la solidarité. Parce que c'est vrai, dans tous les combats, il faut de l'organisation. Et l'organisation, c'est aussi de la solidarité. On vient de la Guadeloupe où on a de grands militants qui nous ont laissé des armes, qui nous ont laissé beaucoup de choses que malheureusement, le système en place essaie d'effacer. Et c'est important, la solidarité, j'insiste, et aussi les mémoires. La mémoire de nos luttes, la mémoire de tout ce que nous ont laissé nos pères, c'est important. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et nous, on est sur les traces de ces personnes importantes qu'on a chez nous, comme Elie Domota. C'est des personnes qui nous apprennent beaucoup de choses encore aujourd'hui et qui nous guident. Donc aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de solidarité pour faire face à ces machines judiciaires et à ce système qui a décidé de nous broyer, mais il faut qu'on reste debout,
on ne mettra pas un genou à terre face à ces institutions.